C'est donc samedi prochain, le 23 février, que France Culture poursuit ses forums organisés à la Sorbonne. Après la philosophie, donc la science sera à l'honneur. L'année vue par les sciences à la Sorbonne dès 9h du matin. La science, les sciences, discipline souvent associée aux grandes découvertes et qui joue un rôle fondamental dans notre société et qui, comme le dit dans son dernier livre si bien André Braic, représente encore une vraie ambition pour notre pays. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'avoir dans les studios des Matins de France Culture deux scientifiques de renom connus dans le monde entier. Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Matinal, donc pas de problème pour se lever. Aucun problème. Beaucoup moins que pour Étienne Klein, qui déjà le jeudi officie dès 7h17. Bonjour, rebonjour Étienne. Rebonjour, et c'est toujours un problème pour moi. Oui, et puis il y a des questions de voiture, tout ça. Mais j'intéresse au temps, c'est pour ça. Mais un physicien ne peut pas quand même tout prévoir, y compris de savoir s'il pourra garer sa voiture dans un endroit correct. Enfin, avec vous, donc, nous allons essayer de comprendre au fond, déjà, comment on peut mettre en place une véritable politique scientifique. On sait que le débat des sciences lié à celui de la recherche n'en finit pas de rebondir, de président de la République en ministre de la Recherche différents. Et puis, on essaiera aussi de comprendre, au fond, si l'on peut améliorer ou pas la transmission du savoir scientifique, si c'est vraiment une priorité dans notre pays. Mais une première question tout de même, Axel Kahn, on a coutume de se dire en France qu'au fond, les Français sont fâchés avec les sciences, avec les mathématiques, mais est-ce bien sûr? On voit les magazines scientifiques se vendre, eux, comme des petits pains, ils ne connaissent pas la crise. Étienne Klein, qui débarque à peine depuis le mois de septembre dans les matins, fait une chronique le jeudi matin, il bat des records de podcasts. Est-ce qu'on ne se trompe pas un peu dans cette a priori que les Français n'aimeraient pas la science? Je crois qu'on se trompe totalement en tirant cette conclusion. Les Français aiment tellement la science que quand on leur demande par sondage, le sondage remonte à il y a 3 à 4 ans, quelles sont les professions qu'ils valorisent le plus, qui ont le plus de valeur, il y en a 2 qui émergent. La première, c'est la très belle profession de soignant-soignante, d'infirmière, on va dire, car dans 95% des cas, sont des femmes. Et la deuxième profession, à peu près au même niveau, ce sont les chercheurs, les chercheuses et les chercheurs. Quand il y a des conférences scientifiques, en effet, il y a une foule importante. Alors, ce qui est juste de dire, c'est que ça n'est pas exactement comme au début du XXe siècle, où les grands scientifiques, quand M. Einstein débarquait par exemple à Paris, c'était pratiquement une émeute. Il y avait des foules absolument considérables. Il n'empêche qu'il y a encore une très importante appétence pour la science. En revanche, il y a un problème par rapport à une notion, on va dire, d'un optimisme un peu naïf du progrès. C'est différent. Étienne Klein? Oui, enfin, je ne sais pas comment on peut mesurer l'intérêt des Français pour la science. En effet, il y a un public toujours très nombreux aux conférences. Mais quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que toute personne a un problème avec la science. Soit parce que elle lui rappelle des mauvais souvenirs scolaires, soit parce qu'elle lui fait peur, soit parce qu'il ne la comprend pas. Enfin, on sent la nécessité d'une sorte de médiation. Et la question de la transmission des connaissances que vous évoquiez à l'instant me semble être une question non résolue. Axel Kahn, est-ce que d'ailleurs l'intérêt, cela dit, pour la science, il n'est pas tout à fait en même temps très ambivalent, puisque au fond, par exemple, on voit bien les commentaires qui entourent la chronique d'Étienne Klein le jeudi matin, qui passionne énormément les auditeurs des matins de France Culture, mais pour des raisons peut-être pas nécessairement que scientifiques, mais aussi poétiques. Hein. Oui, mais ça vous rappellera une anecdote avec un ancien président de la République, par exemple. Ah, c'est vrai, c'était tout à fait magnifique. J'avais de l'affection, je dois l'avouer, et je crois que c'était réciproque, pour Jacques Chirac. Et un jour, il m'avait invité pour parler de problèmes, notamment scientifiques. Il me dit, écoutez, professeur Kahn, est-ce que vous connaissez Dominique Stellin, qui était un grand biologiste, qui aurait pu avoir le prix Nobel, il ne l'a pas eu. Alors je lui dis, oui, je connais très bien, c'est un ami. Il me dit, écoutez, moi je suis allé à Lille, j'ai visité son laboratoire. Il m'a tout fait voir, il m'a tout expliqué. J'ai rien compris, c'était magnifique. Voilà. Mais tout est dans le magnifique. Étienne Klein. Non, mais ça arrive souvent. Quand on écoute un conférencier, en général, on comprend à peu près ce qu'il dit, mais on est peu capable de restituer le message quelques minutes après la fin de la conférence. Alors, je pense que la science, elle demande beaucoup de temps pour être transmise, et ce temps-là nous manque. Alors, simplement un point. Il ne faut pas
opposer la science avec la poésie. Mon frère était un très très grand chimiste. Je pense qu'il aurait pu, s'il n'était pas mort prématurément, avoir le prix Nobel. C'est ce qu'on lui prédisait dans ce domaine. Et lorsqu'il faisait une nouvelle molécule avec des propriétés magnétiques particulières, il disait, parce qu'elles étaient entrelacées, il disait qu'il le comparait à un joyau qu'il aurait forgé pour le cou d'une femme aimée. Et lui, la dimension esthétique est pareil pour les physiciens, pareil pour les mathématiciens, et même un biologiste, où on a une science qui est un peu plus dure. Si à un moment donné, une proposition, une théorie, une explication n'est pas harmonieuse, elle a de fortes chances de n'être pas vraie. C'était le sujet de la chronique de la semaine dernière. Ce qui est beau est-il vrai? Et j'avais nuancé la chose en disant... je nuance, je dis qu'on ne va pas laisser passer. Ou ce qui est magique est-il vrai aussi? Par exemple, le boson de Higgs, c'est l'histoire d'une brisure de symétrie. Alors on pourrait dire que c'est inélégant, et en fait c'est la bonne théorie. Donc voilà, il faut regarder en détail. Oui, le boson de Higgs, c'est vrai que c'est une brisure de symétrie, mais d'une certaine manière, enfin on va pas parler de cela, j'ai été récemment au CERN, et ils m'ont fait rêver, parce qu'il y a une manière de le voir dans cette prise de masse dans le vide quantique qui me rappelle l'éther de l'ancien temps. J'ai trouvé ça très beau. C'est pas le même. C'est pas le même, naturellement. Mais le CERN est un des endroits les plus poétiques du monde, c'est sûr. Alors comment observez-vous là aussi, cela dit, l'attitude, on va dire, de l'opinion publique vis-à-vis des scientifiques quand il s'agit que justement la science rentre, comme on dit, dans l'actualité et les débats de société? Vous voyez bien où je veux en venir, monsieur le généticien, Axel Kahn, les questions de PMA, de GPA, avec la naissance du coup, comme s'il y avait une sorte de contrôle ou de volonté de contrôle de ce qu'on appellerait un progrès scientifique ou d'une possibilité scientifique, un contrôle, on va dire, moral et philosophique. Comment interprétez-vous l'idée que, par exemple, en prévision des projets de loi autour, mettons, de la PMA et de la GPA, est-ce qu'il y a concurrence ou non des moralistes et des philosophes avec les scientifiques, ou est-ce que leur travail est complémentaire? Et qui tranchera? Parce qu'on pourrait dire, au fond, dès lors que la PMA existe et que la GPA existe également, so what? C'est parti. On ne résiste pas. Aucune société ne résiste, au fond, à appliquer les inventions qu'elle fait. Mais vous êtes au cœur du problème, là, en réalité. Parce que ce qui a changé pour moi, ça n'est pas fondamentalement, je l'ai dit, l'appétence de la population française et d'ailleurs de la population mondiale pour la science. En revanche, c'est la foi en la potentialité de la science et de la technique qui la suit éventuellement, en tant que telle, à améliorer le sort humain et à promettre une société meilleure. C'est-à-dire, c'est l'optimisme d'airain du citoyen du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, depuis le temps des Lumières pratiquement, qui effectivement s'est heurté à un XXe siècle magnifique et terrible. Un XXe siècle de tous les progrès et un XXe siècle des guerres mécanisées utilisant la science, des bombes atomiques de Tchernobyl, de Bhopal, etc., etc. Alors ça, c'est extrêmement nouveau. Moi, je trouve que d'une certaine manière, l'attitude des Français aujourd'hui, elle est plus consciente et elle est plus réaliste. Ils disent, oui, la science, c'est magnifique. Tout d'abord, il n'y a pas de raison de mettre un obstacle à l'extension des connaissances. Oui, le droit à la connaissance est un droit de l'homme fondamental. Mais non, nous ne croyons pas que connaître assure certainement de trouver la voie du bien. Il y avait une vieille discussion socratique entre Socrate et Protagoras. Socrate considérait que le vrai conduisait au bien, alors que Protagoras pensait qu'il fallait d'une part chercher le vrai et d'autre part poursuivre Dike et Aido, c'est-à-dire la justice, la solidarité. Et ben les Français, ils sont devenus sophistes, ils sont pour Protagoras. Voilà. Étienne Klein? Moi, je suis d'accord avec ça. La période dont on parle, Axel Kahn, disons la période dite moderne, c'est une période dans laquelle le projet scientifique est enchâssé dans un projet plus large qui est un projet de civilisation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait formulé un projet de civilisation pour la suite. Et du coup, la science, la technologie avance toute seule, sans qu'on puisse donner sens à ces innovations et sans qu'on puisse montrer en quoi elles permettent d'atteindre un horizon qu'on aurait défini à l'avance. Mais un scientifique, un grand scientifique, un chercheur... Je vais même vous parler de la PMA et de la GPA. Non, mais j'y reviens. Justement, un scientifique, un chercheur, Axel Kahn, dans le domaine qui est le vôtre, justement, par exemple, la PMA, quand il arrive et qu'il a trouvé la manière, justement, de faire ce qu'on appelle une procréation médicalement assistée, il n'est guidé en rien par des questions qui seraient ou morales ou religieuses. Mais là, vous vous trompez complètement. Non, mais attendez, non, mais dans le processus de recherche, il cherche et il trouve quelque chose. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il se dit « Oh là là, j'ai inventé un monstre » ou pas?
Alors, ce qu'on dit, on le dit sur l'atome. Voilà, revenons à la GPA et revenons à la PMA. Voilà, les biologistes mettent au point une méthode de fécondation in vitro, d'assistance médicale à la procréation. Ils savent transférer des embryons depuis très très longtemps, donc on peut transférer des embryons également chez des femmes qui sont des mammifères humains. Ça n'est pas à les dévaloriser. Je suis un mammifère humain également. Donc cette avancée-là n'en est pas une sur le plan scientifique. La question de cette suspicion d'un optimisme du progrès comme étant toujours légitime, c'est quand on peut faire une chose que la technique permet de faire, ça ne veut pas dire qu'il faille la faire, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'elle soit un progrès pour l'homme. Le vrai progrès, le seul progrès... Oui, mais c'est trop tard. C'est pas vrai. Je veux dire que je peux savoir transférer des embryons pour améliorer la race chevaline ou bien pour améliorer les bovins, et je peux considérer que, en réalité, commercialiser la fonction gestatrice d'une femme, ça n'a plus rien à voir avec la science, c'est immoral. Et par conséquent, c'est technique. Vous savez, je vais vous dire, si par hasard, tout ce que l'on savait faire, eh ben, on l'appliquait sans se demander si c'était bien ou mal, il faudrait supprimer les parlements, la démocratie. Le rôle principal de la démocratie, c'est de décider l'usage que l'on va faire des pouvoirs que l'on conquiert. C'est véritablement son rôle central. Or, moi, je suis un grand démocrate, je crois qu'il faut conquérir des pouvoirs, et ensuite, il faut que l'on discute, effectivement, dans le cadre d'un projet de société et la place de l'humanité, dans ce projet de société, de l'usage que l'on fait des pouvoirs que l'on conquiert. Et où est le Parlement de la technologie? Étienne Klein. Alors, le Parlement de la technologie ne doit pas être un Parlement démocratique. Je crois qu'il doit y avoir, et il en existe des prémices en France, qui est l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui devrait avoir énormément plus d'interaction démocratique et plus de moyens. Mais il faut qu'il puisse y avoir un système qui et à la fois du domaine de l'expertise, mais également du domaine de la confrontation avec la société pour savoir ce que sont ses attentes et ses réceptions, et tout cela offrant, on va dire, pas du tout du prêt à penser, mais une matière déjà travaillée pour que la démocratie fasse et prenne les décisions. Voilà à peu près ce qui serait le système souhaitable. Convaincu, je suis d'accord, mais physicien. je vois en pratique que c'est très difficile. Quand il y a eu un débat, par exemple, sur la gouvernance des nanotechnologies, ça s'est très mal passé. Pareil sur le nucléaire, on a du mal à organiser des débats qui soient vraiment... Avec le nucléaire, c'est ou tout blanc ou tout noir. Voilà, et les OGM, il y a aussi les OGM, les nanotechnologies. Alors, il y a un problème qui est majeur. Le problème majeur, est-ce qu'il ne vient pas du fait qu'il y a de la subtilité, là où désormais nous vivons quand même dans des temps où il faut tout résumer en 140 caractères et où la subtilité n'a pas nécessairement beaucoup de place. Je vais vous dire, c'est que dans ces débats qui sont des débats de société, des débats technologiques, il y a la même outrance qu'il y a dans le débat politique. Aujourd'hui, il est rare que deux politiques discutent ensemble pour essayer de se convaincre. Ils sont des gladiateurs qui ont, devant un public nombreux, à s'asséner des coups, éventuellement à se tuer, à s'assommer définitivement. Les partisans des OGM du nucléaire contre les adversaires des OGM du nucléaire sont exactement pareils. Aucun d'entre eux ne voudrait essayer de trouver un argument dans l'autre pour progresser. Il s'agit véritablement de le détruire. Et à partir de là, nous sommes dans des domaines où les débats, il faut les continuer naturellement, mais profondément ils sont inutiles dans le sens de la discussion classique, discussion faite pour progresser. Ça, malheureusement, je le constate. Mais c'est un fait de société. Et ces débats doivent être généralement tranchés par le politique, mais là aussi, et patatras, parce que, au fond, le temps du politique, ou de la politique, on va dire, n'est absolument pas le temps des scientifiques. Est-ce que ça ne vient pas de là, au fond, les gros problèmes quand on parle du rapport politique à la recherche et à la science, c'est que l'homme politique ou un gouvernement dure au mieux 5 ans et basta, alors qu'un chercheur, il a 30 ans devant lui pour trouver et travailler. Axel Kahn, très vite, et on arrive à la fin de la première partie. Oui, et on y reviendra, bien sûr. Je pense que vous faites les deux, qui faites la politique et qui êtes le grand scientifique. En matière scientifique et même de grands projets technologiques, il faudrait, et je le dis depuis 30 ans, et depuis 30 ans ça n'est plus fait, il faudrait véritablement qu'il y ait, en dehors des alternances politiques, il faudrait qu'il y ait des projets partagés, parce que la chose qui ne convient pas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, la chose qui ne convient pas dans ce domaine-là, ce sont les à-coups, les allers, les retours, etc. Parce que le temps, la dynamique de la science et même de la technologie n'est pas la dynamique de la modification de positions politiques. Voilà. Étienne Klein, c'est question du temps qui vous fascine. Mais par exemple, en physique des particules, où les projets sont énormes, il y a des plans sur 60 ans, par exemple. On est en train de penser à la prochaine machine. Mais oui, mais le ministre qui va rester 2 ans... Oui, mais il faut que les chercheurs essaient de
se planquer par rapport à cette urgence temporelle Voilà. et continuer à travailler, même si les signaux qu'on leur envoie sont pas toujours les mêmes. 8h17, la chronique de Brice Couturier, avec une découverte. Enfin, pour nous, pour moi, pour vous. Bah oui, connaissez-vous Michael Polanyi? Attendez, alors, Michael Polanyi. Étienne Klein, Je voile son livre sur le bureau. Axel Kahn. Non, moi, je vais pas faire des sbroufs, je connais pas. Allez, Brice Couturier. Alors, Michael Polanyi, vous le connaissez pas. Les écrits de ce grand scientifique, d'abord professeur de chimie, ça devait être génétique puisque son fils, John Charles Polanyi, a obtenu le prix Nobel de chimie en 1986. Ses livres ont été éclipsés par l'ouvrage de son frère Karl Polanyi, La Grande Transformation. Pourtant, cet autre Polanyi, qui connut le succès dans les pays anglo-saxons dans les années 40 et 50 par ses essais consacrés aux sciences, vaut lui aussi le détour. Quelques mots sur sa biographie. Il était né hongrois, extrêmement beau, j'ai une photo là, mais ne supportant pas la montée du fascisme dans son pays, il s'exila, comme tant d'intellectuels d'Europe centrale à cette époque, en Grande-Bretagne. Il fit carrière comme professeur de chimie, je le disais, à l'université de Manchester. Mais il faut savoir aussi qu'aux côtés de Raymond Aron et de Friedrich Hayek et de Ludwig von Mises, il participe au colloque Lippmann de 1938. Ce petit groupe d'intellectuels à contre-courant tente, à la veille de la guerre, de renouveler la pensée libérale, alors que les totalitarismes dans presque toute l'Europe au pouvoir mettent en œuvre à l'époque des politiques d'économie dirigée et des États autoritaires. Après la guerre, il fera partie avec Bertrand Jouvenel et Karl Popper des fondateurs de la Société du Mont Pèlerin, temple du libéralisme missionnaire. À l'époque, il a quitté sa chaire de chimie pour occuper celle de sciences humaines à l'université de Manchester, ce qui est un cas assez rare, mais qui pourrait bien vous tenter un jour, Axel Kahn. Dans son grand livre qui s'appelle « La logique de la liberté », que j'ai donc apporté, paru en 1951, il défend une conception des libertés académiques et de la liberté de recherche scientifique qui me paraît conserver beaucoup d'intérêt. Pour résumer brièvement, la manière dont est organisée la communauté scientifique depuis le XVIe siècle en Europe lui paraît devoir être prise pour modèle par la société tout entière si elle veut continuer à rester libre. Le mot liberté a deux sens, fait observer Michael Polanyi. La liberté peut être celle du rebelle romantique, qui veut affirmer sa propre personnalité au mépris des usages et des lois, mais ce type de liberté peut déboucher sur le nihilisme. Dans un autre sens, celui qu'il a chez Hegel, la liberté signifie au contraire une émancipation vis-à-vis des fins personnelles et une soumission à des obligations impersonnelles. C'est le sens du fameux cri de Luther à ses détracteurs « Hier stehe ich und kann nicht anders ». C'est sur cette position que je me tiens et je ne peux pas en occuper aucune autre. Je ne peux en occuper aucune autre. Mais une telle exigence peut quant à elle déboucher sur le totalitarisme. Eh bien la science, estime Michael Polanyi, relève des deux conceptions à la fois sans risquer leurs dérives respectives. Elle fait toute sa place aux pionniers, car le progrès scientifique prend souvent la forme d'une révolution et d'une rupture avec les conceptions héritées, mais en même temps, par son langage et ses exigences propres, la communauté scientifique exerce une autorité doctrinale et un contrôle sur les procédures dignes, dit-il, de celles de l'Église romaine. Et cependant, entre ces deux aspects, on ne relève pas de disharmonie. L'ennemi de Michael Polanyi, c'est la commande sociale, la planification en matière de recherche scientifique telle qu'elle se pratique alors en URSS. Une recherche qui fixe à l'avance les résultats qu'elle se fixe, ce qui le fait de manière centralisée et autoritaire, dit-il, ne saurait aboutir. Si une recherche ne peut procéder selon un plan préétabli, dit-il, c'est parce qu'en science, on ne sait jamais si une théorie est achevée et complète. Les tâches que se fixent les communautés de savants ressemblent davantage à l'achèvement d'un puzzle immense et complexe. La seule façon d'en venir à bout est de laisser chaque participant prendre ses propres initiatives. La coordination nécessaire se fera spontanément, là où toute autorité hiérarchique viendrait rendre l'accomplissement de la tâche impossible. Son autre grande idée est que, contrairement aux théories positivistes, dont le marxisme, à ses yeux, n'est qu'un avatar, la science ne progresse pas sous l'impulsion des besoins matériels de la société, mais que la science a son but en elle-même. Elle est au service de la vérité et non pas du bien-être social ou des fantaisies intellectuelles du moment. Ce livre, La logique de la liberté de Michael Polanyi, vous semble-t-il, Axel Kahn, daté ou non ? Alors, la chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Et je crois que sans le savoir, Brice, vous avez touché quelque chose d'extrêmement qui est tout à fait d'actualité pour Axel Kahn, puisque je crois comprendre, Axel Kahn, que vous préparez un livre qui s'appellerait, ou enfin qui est sur le thème de libéralisme
et bien commun. Absolument. Je l'ai envoyé à mon éditeur et... Ah, c'est fait, il est écrit. Ah, il est déjà écrit, absolument. Trop tard, non, vous n'avez pas le temps de citer Polanyi. Il paraîtra en septembre, mais en revanche, je cite énormément et j'étudie énormément Friedrich Hayek, naturellement. Simplement un point. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec Agnès Polanyi... Benassi, pardon, juste, qui est ici, en coulisses, me disait à 8h, est-ce que je vais avoir des choses à dire? Je dis, bien sûr, science et économie, n'est-ce pas, Agnès? Ah oui, mais Polanyi, j'ai été surprise au début par la chronique de Brice Couturier, parce que je ne savais pas que Polanyi était chimiste. Je pensais qu'il était économiste. Oui. Alors Axel Kahn. Il a eu 2 carrières. Un point simplement qui montre une différence fondamentale entre ma pensée et celle de Polanyi. C'est que la différence qu'il y a, et c'est au cœur d'ailleurs de la tension entre une certaine conception du libéralisme et la démocratie, c'est qu'en science, Polanyi a raison. Lorsque il y a une majorité des gens qui pensent que quelque chose est vrai, ça peut être faux. Et lorsqu'il y a une petite minorité qui pense que c'est vrai, ça peut être vrai. Néanmoins, c'est-à-dire que s'il y a un lieu où la démocratie ne s'applique pas, c'est le domaine de la science. En revanche, dans la société, je demande à ce que la démocratie puisse s'appliquer. Et il y a là une tension qui est au cœur de la querelle entre la démocratie et la dictature de la majorité. Et par conséquent, et en effet, je me le rappelle maintenant, il s'agit de l'un des membres de la Société du Mont Pèlerin, qui a donné en réalité la révolution conservatrice des années 80, et c'est très bien exprimé, mais c'est très intéressant de voir cette analyse du libéralisme à travers cette analogie avec la société scientifique. À mon avis, cette analogie n'a pas lieu d'être. Étienne Klein sur cette question. André Braic, juste dans son livre, dit « Les relations entre science et démocratie ne sont pas toujours simples. Par nature, la science n'est pas démocratique. En revanche, elle est essentielle à la démocratie. » Je suis d'accord avec Braic, totalement. Je dirais qu'elle n'est pas démocratique, mais elle est républicaine. Ouais. Elle est une affaire publique. Donc il faut trouver des procédures de décision à propos de ce qu'on veut faire, de ce que la science permet de faire. Et personne n'est compétent, en fait. Moi, je ne connais pas bien les OGM. J'ai essayé de comprendre ce que sont les OGM. J'ai eu le plus grand mal. Et pour être un citoyen dit éclairé, il faudrait avoir 1000 cerveaux, être capable de comprendre les mini-trous noirs du LHC, le virus du sida, etc. Et c'est impossible. Et donc, on doit décider en méconnaissance de cause. Et la question est comment on fait. Quelles sont les procédures qu'on met en place pour dire quelle est la part qui revient à la discussion générale, la part qui revient à l'avis des experts, qui sont de plus en plus discrédités d'ailleurs, et la part qui revient à la décision politique. Axel Kahn ? Oui, simplement un point qui montre les limites des thèses de Polanyi en l'occurrence. Pour la puissance publique, et là la démocratie a à jouer. Lorsque une épidémie aussi grave que celle du sida, je pourrais en citer 1000 autres, intervient, c'est effectivement le rôle de la puissance publique de dire le bien commun et de mobiliser des moyens et de la recherche afin de lutter contre le sida, et elle est tout à fait dans sa fonction. Et par conséquent, la science doit être libre, la créativité ne peut pas être dirigée, il n'empêche que la mobilisation technologique... Le résultat non plus ne peut pas être dirigé. Le résultat ne peut pas être dirigé, mais en revanche, indiquer il faut qu'il y ait des efforts contre un fléau social, naturellement, c'est le rôle, c'est la poursuite du bien commun, et cette poursuite-là est une finalité qui ne doit jamais être oubliée, pas au niveau scientifique, mais en tout cas au niveau de la décision publique. Brice Couturier, et puis ensuite Agnès Benassi-Kéré. D'où la nécessité, me semble-t-il, de distinguer assez clairement entre la science appliquée et la science fondamentale, et de ne jamais aliéner la science fondamentale à des buts sociaux quels qu'ils soient. Je suis d'accord. Bon, je voudrais revenir à une idée de Polanyi, parce que l'idée de libéralisme à partir de la science, de l'organisation de la recherche scientifique me paraît très intéressante. Ce que dit Polanyi aussi, j'ai pas le temps de résumer tout son bouquin, c'est que le monde de la recherche scientifique, il est polycentrique, et que donc il est supérieur, parce qu'il développe un ordre spontané, il est supérieur à tout système monocentrique qui part à partir d'un centre de décision unique. Pourquoi ? Non pas parce que justement la caricature que font les ennemis du libéralisme, c'est-à-dire que c'est une collection d'individus qui n'interagissent pas les uns avec les autres, qui poursuivent des buts égoïstes, mais simplement parce que justement il montre bien qu'il y a d'une part la libre initiative des individus, et d'autre part il y a un médium de communication qui permet entre eux l'échange, un espace public d'échange, dit-il, où chacun peut trouver parmi les propositions scientifiques et les théories de tous les autres l'idée qui lui manque pour développer son propre système. Et ça me paraît vraiment une idée très originale et qu'on peut appliquer, parce que finalement dans le domaine économique, c'est le marché qui est cet espace de communication où chacun peut trouver ce qui lui manque par rapport aux propositions de tous les autres. Axel Kahn, pardon. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vais le résumer en un mot. Dans le domaine scientifique de la science fondamentale, et là on est d'accord, il ne doit pas y avoir d'intervention. La poursuite des individus dans leur créativité géniale,
c'est la poursuite de la vérité, c'est la poursuite de la connaissance des lois de la nature. Les mécanismes du marché, et c'est d'ailleurs le mécanisme, le moteur du marché, c'est la satisfaction des égoïsmes individuels. Et vous ne pouvez pas mettre la nécessité de ne faire intervenir aucune finalité dans l'action d'individus dont la poursuite individuelle est de parvenir à la vérité et d'individus dont en réalité le moteur est de satisfaire leurs égoïsmes. Si et d'ailleurs toutes les théories des jeux très utilisées par les économistes le démontrent, si vous laissez un système sans aucune intervention, sans qu'il y ait la possibilité par la démocratie d'indiquer des objectifs qui sont souhaitables à côté naturellement de la liberté, eh bien ces objectifs souhaitables, ce que j'appelle le bien commun, ne sera pas ni poursuivi ni satisfait. Si bien que, en gros, nous avons en nous-mêmes deux caractéristiques. Nous sommes des êtres égoïstes, mais nous avons également la propension à la générosité et à la solidarité, l'un et l'autre. Et vous pouvez très bien montrer que s'il n'y a pas d'organisation démocratique de la solidarité, évidemment, c'est toujours l'égoïsme qui l'emportera. Car l'égoïsme n'a jamais aucune raison de parvenir à des systèmes dont la finalité est l'amélioration du sort de l'humanité. Et donc c'est la raison pour laquelle le transfert n'est pas tout à fait correct. Alors c'est sur ces questions de science et d'économie, Agnès Benassi-Kéré. Je ne suis pas complètement sûre d'adhérer à ce que vous venez de dire. Si je cite Adam vous Smith, oui, tout à fait, d'associer marché nécessairement à poursuite de l'égoïsme, bien sûr, c'est la poursuite de l'intérêt individuel, mais si on retrouve un autre grand auteur, Adam Smith, nous dit que ça coïncide avec le bien public. Donc c'est un moteur. Adam Smith le fait, ça c'est très intéressant, parce que Adam Smith le fait, mais la main invisible de Adam Smith comporte l'intervention de l'État à différents niveaux, et Adam Smith, il ne faut pas oublier qu'avant d'écrire de La richesse des nations, était un moraliste qui a écrit La nature des sentiments moraux, et en permanence, Adam Smith est justement travaillé par la manière de faire en sorte que l'égoïsme individuel puisse satisfaire le bien commun. C'est intéressant que vous parliez d'Adam Smith, parce que je crois que le libéralisme moderne, d'après les années 80, s'en est éloigné. Alors, je voulais pas tout dire que l'État ne devait jamais intervenir, mais il me semble que ce que vous avez dit sur la recherche et le marché est peut-être très orienté sur la science du vivant. Si on prend un autre domaine qui est les énergies nouvelles, et là, heureusement qu'on a le marché qui nous donne un prix de l'énergie qui monte et qui va inciter, donner des ressources pour des recherches, y compris payées par le secteur privé. Et donc, il me semble que les forces du marché ne pas systématiquement être contrecarrées. Non, je n'ai jamais dit ça. Simplement, il était dit qu'il ne fallait jamais en recherche fondamentale que la puissance publique, la démocratie indiquent ce qu'il fallait chercher. C'est évident. Je disais que naturellement, en revanche, cette évidence qu'il y a la nécessité à un moment donné de mobiliser des énergies pour la poursuite du bien commun se manifestait. Alors, ça se manifeste, c'est sûr, dans le domaine des maladies. Ça peut également, à côté du rôle régulateur des individus, des marchés, des positions, ça peut se manifester également dans le désir, à côté du marché, de dire, voilà, on va décider de donner des tarifs préférentiels pour les énergies renouvelables, etc. Vous savez très bien que si on laissait uniquement le marché pour mobiliser les énergies pour les énergies renouvelables, vu qu'aujourd'hui le prix de l'électricité qu'il produit est plus élevé, il est possible qu'en réalité, il n'y ait pas les efforts nécessaires. Donc, il y a en permanence dans le domaine économique, on le voit bien, la nécessité d'un équilibre de ce point de vue-là. Et comme il faut que je libère juste Étienne Klein, je vous redonne la parole, je lui ai promis de ne pas lui faire perdre son temps, ou le moins possible, à Étienne Klein qui a des rendez-vous. Un mot sur cette question du rapport économie-science, et qu'on connecte à la question politique. On se dit que par moment, les scientifiques parlent d'économie comme en parle Axel Kahn, mais que d'autres, au fond, en parlent pour interpeller les politiques et juste lui dire, écoutez, vraiment, voilà, donnez-nous plus d'argent. Est-ce que c'est parfois... Moi, je ne crois pas que les résultats de la recherche qu'on mène soient directement liés aux financements qui sont accordés. Il peut y avoir des effets de mode. On a vu ce qui s'est passé pour les nanos. Le seul fait d'inventer un mot nano a orienté les financements dans cette seule recherche, et c'est pas forcément à la hauteur des espérances. J'aime bien parler des pères fondateurs de la physique quantique, vous l'avez remarqué, les années 20-30. Oui, à cette époque-là, et ça rejoint les deux définitions de la liberté que proposait Polanyi tout à l'heure, c'était des types qui ne pensaient pas du tout aux applications, ils essayaient de comprendre l'atome et le noyau, et tout a basculé en 1938, quand, par hasard, on a découvert la fission de l'uranium-235.
Quelques mois plus tard, il y a un brevet pour la bombe atomique et puis on connaît la suite de l'histoire. Et à ce moment-là, le statut de la physique dans le regard des politiques a complètement changé. Agnès Benassi-Kéré. Et donc, si vous voulez rester, vous restez. Étienne, non, je ne peux pas, je suis désolé, je dois aller faire de la physique. La physique n'attend pas. Alors, Agnès. Je vais revenir sur cette affaire de planification de la recherche. Ça me semble très important et je suis un peu perturbée parce que, bon, d'abord, on a des moyens limités. Donc, la question se pose de où est-ce qu'on met les moyens. Et en même temps, on sait que, comme vous venez de le dire, on ne peut pas planifier la recherche, on ne sait pas où va émerger la découverte, et donc finalement la puissance publique devrait essentiellement donner les bonnes conditions pour la recherche, les bonnes incitations aussi, on peut peut-être y venir. Vous dites en tout cas sans l'orienter. Que les conditions de la recherche ou du financement sont toujours en dessous dans la réalité de ce que les politiques annoncent. Oui, en fait sur cette proposition, nous ne sommes pas en désaccord. Dans la politique publique de recherche, il faut savoir qu'effectivement, on ne peut pas prévoir là où la rupture scientifique émergera, là où la découverte sera faite. Par conséquent, vous l'avez très bien dit, et je reprends totalement à mon compte, il faut créer des conditions favorables à l'émergence de la fulgurance scientifique. C'est ça qui est très important au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des laboratoires, au niveau de l'aide technique, etc., au niveau des échanges. Ça, c'est très, très important. À côté de cela, il est normal, alors on va dire 50% de l'aide publique à la recherche pour créer un écosystème favorable à l'émergence de ces fulgurances qui diront le chemin de l'avenir. Deuxième domaine, il y a des urgences qui sont des urgences sociales, des fois technologiques. Lutter contre le sida, lutter contre le cancer, essayer de faire en sorte qu'on développe des maladies pour des affections qui touchent peu de monde individuellement et qui n'ont pas de marché, ça a été très important. S'il n'y a pas la puissance publique qui s'engage pour les maladies orphelines, à chaque fois qu'une maladie concerne trop peu de personnes, eh ben, on ne la soignera pas. Voilà. Oui, alors là, je mets un petit bémol quand même, parce que une puissance publique rationnelle devrait mettre un prix sur chaque vie humaine et devrait allouer les moyens là où ce sera le. Enfin, c'est absolument c'est triste pour les maladies orphelines, mais enfin le cancer tue beaucoup plus de monde et c'est normal que la recherche sur le cancer ait beaucoup plus d'argent que sur les maladies orphelines. Et donc il y a quand même parfois des choix qui sont un peu irrationnels. Mais il ne s'agit pas de choix. Voilà. En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout. Axel Kahn. Il ne s'agit pas du tout de dire. Douloureuse question, la question d'Agnès Benassi-Kéré. Alors. Immédiatement deux choses à éliminer. C'est-à-dire qu'une vie humaine n'est pas simplement une part de marché et un coût. Une vie humaine vaut en soi, et ça c'est la raison d'être d'engagement d'un médecin. Cela étant dit, il y a une responsabilité par rapport à l'économie publique, à la société, et en effet, il doit y avoir un rapport entre l'allocation et l'importance du problème. Il n'empêche que pour certaines maladies, les maladies génétiques globalement, elles frappent un nombre absolument considérable de personnes. Absolument considérable. Mais individuellement, il faut des médicaments qui sont séparés. S'il n'y a pas entre la générosité publique et également l'intervention publique, les deux doivent naturellement être mobilisés et elles le sont. S'il n'y a pas d'intervention, c'est très difficile d'imaginer des mécanismes de marché qui développent des recherches qui méritent de l'être. Je veux dire qu'une société qui est riche et développée ne doit pas laisser les gens au bord de la route, ça c'est un problème qui est absolument fondamental. Mais il doit y avoir une certaine concordance entre l'importance des moyens alloués, vous avez dit, et l'importance du problème. Donc il n'y a pas de question. Alors, je reviens à mon spectre de l'effort public. 50% pour créer des conditions favorables à l'émergence de la fulgurance scientifique, on va dire 20 à 30% pour des programmes qui correspondent à des urgences sociales, économiques, etc. Et puis, il faut qu'il y ait également une aide au transfert de technologie, faire en sorte que la découverte puisse devenir une invention, puisse devenir une application. Voilà, donc on peut discuter si vous voulez, mais une politique globale publique, c'est avant tout permettre à la créativité de créer, vraiment dans la liberté la plus totale, mais ça n'est pas uniquement le modèle de la société. Une société ne peut pas uniquement se baser. Le CERN, c'est magnifique, malheureusement, le monde ne peut pas être bâti sur le modèle du CERN. Et par ailleurs, il doit y avoir par moment une mobilisation parce qu'il y a des objectifs qui correspondent à la vie des gens, aux aspirations des gens, aux volontés des gens. Et seul le désir collectif des gens d'aider ceux qui en ont besoin peut satisfaire ces besoins-là.
Alors sur ces questions justement alors de fonctionnement de la démocratie, de l'information du citoyen des progrès de la science, dans quelle mesure et comment est-ce que on peut peut-être améliorer les choses, un coup d'œil sur la question notamment du numérique. Comment démocratiser vraiment la science quand on sait qu'un abonnement d'un an à une revue scientifique sérieuse peut coûter jusqu'à 20 000 €. Écoutez Virginie Simon qui a fondé My Science Work, un réseau social professionnel à destination des chercheurs qui propose un moteur de recherche avec 20 millions de métadonnées, 1 million d'articles d'accès libre, et de poser la question du coup, l'avenir de la recherche sera-t-il dans l'open access? Écoutez Virginie Simon au micro de Christophe Paillet des Matins. L'open access est vraiment un courant très important et crucial dans le monde de l'édition. Ça a été mis en place pour 3 raisons. La première, c'est vraiment une raison éthique, puisque l'open access permet aux acteurs de la publication scientifique, à savoir donc les chercheurs, mais aussi les institutions, de reprendre une place légitime dans le circuit d'édition. C'est aussi une question économique, puisque les institutions n'arrivent plus à payer les revues qui leur donnent accès à leur propre travail. Et le troisième point, c'est technique, puisque avec l'arrivée du web dans les années 90, il y a eu le début de la révolution dans la communication scientifique. Du coup, l'open access, c'est vraiment la mise à disposition sur Internet d'articles scientifiques que tout un chacun peut librement consulter, télécharger, indexer, commenter. Alors c'est très important puisque en France, on est en train de légiférer cette année sur l'open access, donc ça veut dire imposer l'open access comme biais de diffusion, et ça représente déjà 15% de la recherche mondiale. Pour comparer, aux États-Unis, les sénateurs ont rédigé la semaine dernière un projet de loi destiné à imposer l'open access à tous les centres de recherche dotés d'un budget de plus de 100 millions de $. Et en Angleterre, la mise en place de l'open access a été imposée et votée en juillet 2012 et ça va être opérationnel début du mois d'avril 2013. Voilà, Virginie Simon, micro Christophe Paillet. Sur cette question, Axel Kahn. Oui, je pense que l'open access est devenu une totale nécessité parce que le caractère stupéfiant, absurde, honteux des revues scientifiques aujourd'hui. Les revues scientifiques soit font payer, et elles sont de plus en plus nombreuses, font payer pour écrire des articles, ou alors, si elles ne font pas payer, il y a pratiquement un abonnement obligatoire. Mais l'abonnement à une revue scientifique, pour les institutions, va coûter aujourd'hui quelque chose comme 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €, et de très nombreux laboratoires qui ne sont pas dans des grands instituts, des grands centres qui sont extrêmement riches, sont incapables d'avoir alors accès à la science. Et cet open access avec une publication réelle, avec l'évaluation par les pairs, c'est tout à fait important, ce pourrait être le moyen pour la science d'atteindre son objectif qui est le partage. La science n'est pas une science humaniste, ne peut pas être une science humaniste si elle n'est pas partagée. Et d'ailleurs, c'est consubstantiel à la science que d'être partagée. Brice, Agnès, sur ce point, je suis totalement d'accord. Je ne connais pas un autre secteur économique où les entreprises font payer et leurs clients et leurs fournisseurs. Ah oui, non, c'est totalement absurde. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur la recherche orientée par la commande sociale, parce qu'elle me paraît présenter plusieurs risques, et il y en a un qui vient d'être illustré quelque part malgré elle par Agnès Benassi-Kéré, parce que Agnès Benassi-Kéré, quand elle dit il faut mettre davantage d'argent, il faut consacrer davantage d'argent à lutter contre les maladies qui touchent le plus grand nombre, comme le cancer, plutôt que maladies orphelines qui en touchent un très, et la malaria, très je dirais. Et la malaria, oui. Vous adoptez là un point de vue qui est parfaitement utilitariste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire la recherche du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre. Ça peut être, attention, au détriment du peu petit nombre, parce qu'après tout, comme on le faisait remarquer, il y a aussi des maladies orphelines qui sont épouvantables et qui touchent très peu de gens, mais celles-là, effectivement, on leur consacrera moins d'argent dans la logique utilitariste. Il y a un autre argument contre la recherche orientée qui est développé par Michael Polanyi, c'est le risque de prise en main par l'idéologie. Et il cite là un texte de Himmler qui est extraordinaire, où il dit, Himmler, et il parle de la recherche en proto-histoire qu'adoraient les nazis, il dit, la science procède par des hypothèses qui changent à peu près tous les 2 ans, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison particulière pour que le parti nazi, ne mette pas, je traduis au fur et à mesure que je lis, n'émette pas des hypothèses particulières comme point de départ, même si ça va à l'encontre de l'opinion scientifique dominante. Et puis on se souvient aussi évidemment des fameuses expériences de Mitchourine et de Lysenko bannissant la génétique en URSS au profit de greffes entre les espèces qui n'ont absolument rien donné. Qui nous dit qu'aujourd'hui, Axel Kahn, qui nous dit aujourd'hui que les recherches orientées
par les idéologies du pouvoir du moment, qui nous semblent parfaitement légitimes et pour lesquelles on réclame beaucoup d'argent. Je vous ai dit le contraire, exactement. Ne vont pas être validés demain. Moi, je vous écoute, mais je ne vous comprends pas, car j'ai dit exactement le contraire. Je vous ai dit que la recherche fondamentale, la recherche en concept, la recherche en rupture était totalement libre et qu'il fallait créer les conditions de l'émergence de la fulgurance. Mais la recherche appliquée, comme vous le dites, il est nécessaire de développer les énergies parce qu'elles sont trop chères aujourd'hui. Qui nous dit que demain on ne trouvera pas que ces moulins à vent sont totalement superflus? Non, mais on sent la fibre écolo. Voilà. On ne peut pas à la fois me dire que seul le marché. Le problème de l'écologie est très important parce que le marché ne peut pas fonctionner en privilégiant la qualité de la terre qu'on lèguera aux générations futures. Il n'y a pas de mécanisme de marché qui va prendre en considération l'état de la planète. Et si le bien commun est un bien commun, notamment avec une vocation écologiste, et si on s'accorde sur le fait qu'il faut diminuer l'utilisation des énergies fossiles et du nucléaire, le cas échéant, et si on veut effectivement faciliter la recherche dans des énergies renouvelables, alors même qu'il n'y a pas initialement d'intérêt économique, il faut effectivement qu'il y ait une impulsion publique. Et ça, c'est un très bel exemple. Oui. Je veux dire que le souci écologique ne peut pas être laissé au marché. Voilà. Axel Kahn, est-ce que, c'est dans l'actualité justement pour continuer, est-ce qu'il est, selon vous, légitime et normal que, dans l'actualité, on l'a vu, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, s'est dite opposée, c'était hier, à un financement public de la recherche sur les techniques alternatives d'extraction du gaz de schiste? Est-ce que c'est le rôle du politique d'interdire, je rappelle, le financement public de la recherche sur les techniques alternatives d'extraction du gaz de schiste? Alors, on n'est pas dans le domaine de la recherche fondamentale, on est dans le domaine d'une recherche technologique ici. Alors, dans le domaine d'une recherche technologique qui a des implications pour l'environnement, dans ce qui est la possession commune, nous avons tous un lien avec l'environnement, je ne suis pas en soi choqué que l'on discute de l'application de telle ou telle technique. Ça, c'est vraiment, on parlait de la démocratie, c'est vraiment cela. La démocratie, c'est la liberté de la recherche, mais dès lors que la recherche devient technique et que l'application de la technique a des conséquences pour les gens, c'est normal qu'on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Alors je peux n'être pas d'accord avec elle, le cas échéant, mais que, en tout cas, la puissance publique essaye de savoir ce que l'opinion pense de telle ou telle méthode dans l'environnement, notamment l'injection hydraulique. Cela étant dit, au fond de moi-même, je trouve qu'il est extrêmement dangereux de dire, dans un champ de la connaissance et même technologique, il est interdit de s'aventurer. Et j'aimerais mieux qu'on dise, compte tenu des effets écologiques, pas de fracturation hydraulique pour essayer de récupérer les gaz emprisonnés dans les roches, dans le schiste. En revanche, mener une recherche pour savoir si on peut l'utiliser avec des approches qui sont extrêmement compatible avec la défense de l'environnement, ça me semblerait plus juste. Voilà. C'est-à-dire plus dans le rôle du politique. Plus dans le rôle du politique. Agnès Benassi-Kéré. Est-ce que vous pensez qu'une telle interdiction est applicable quand on passe en recherche fondamentale? C'est une recherche géologique avec des titres de recherche qui ne vont pas être comment extraire du gaz de schiste. Ça va être beaucoup plus fondamental et néanmoins peut avoir comme application et peut ne pas. Ah oui, vous dites que de toute façon, ça sera contourné. Ça me paraît extrêmement compliqué pour un ministre d'interdire une recherche. Alors qu'Angela Merkel vient d'annoncer qu'elle va l'autoriser, cette recherche en Allemagne. Hein. Et puis qu'il y a des mais il y a un problème, c'est pas un problème scientifique là, mais c'est un problème de science et de société. J'avais un débat récemment. Et qu'il y a des accords au sein du gouvernement, parce que oui, naturellement. J'avais un débat. On peut très bien dire, parlons même de la méthode la plus brutale, celle de la fracture hydraulique. Que pratiquent les Américains. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que les conséquences écologiques sont telles qu'il faut essayer de l'éviter. Cela étant dit, imaginons, je ne sais pas si ce sera le cas, j'espère que non. Imaginons demain qu'on ait du gaz de schiste et qu'on extrait du gaz de schiste par ces mauvaises méthodes en Pologne, en Angleterre, en Allemagne, que ces pays aient 3 points de croissance au-delà des nôtres, que nous ayons 6 millions de chômeurs, que nous ayons besoin véritablement également de manifester notre solidarité. Quelle devrait alors être notre attitude? Je crois que cette question-là aussi
mérite d'être posée. Je voudrais quand même vous rassurer là-dessus. On est dans une économie ouverte. Je ne le Et crois donc, pas, je ne si le crois nos, pas. Mais... si nos partenaires fracturent leur sous-sol pour extraire le gaz de schiste, le prix de l'énergie va baisser et nous en profiterons indirectement. C'est l'économiste et le scientifique ce matin. Allez, un deuxième écho, notamment sur la question du numérique, puisqu'après tout, nous avons remarqué que vous êtes un homme on en profitera tout de même, vous le reconnaissez, puisque vous êtes économiste beaucoup moins qu'eux. Axel Kahn, puisque nous avons remarqué... D'autant plus que nous, on n'en fournit pas. C'est-à-dire qu'eux, ils en profiteront parce qu'ils la jetteront moins cher et ils en vendront. Nous, on la jettera moins cher, mais on n'en vendra pas. Mais... Et d'autres dénoncent l'hypocrisie qui consiste à acheter ailleurs une énergie que nous ne voulons pas produire pour notre santé, mais au mépris de celles qui la font, mais qui nous la vendront quand même moins cher. Axel Kahn, nous avons remarqué au Bata de France Culture, l'équipe des jeunes qui prépare cette émission pour moi, ont vu que vous étiez sur Twitter. Alors, on s'est posé la question, les réseaux sociaux sont-ils aussi un moyen, au fond, de contourner la cherté des abonnements aux revues scientifiques, et est-ce qu'ils sont un moyen de diffuser les travaux scientifiques au plus grand nombre? De plus en plus de chercheurs s'y mettent. Écoutez toujours Virginie Simon au micro de Christophe Payet. Pour maximiser la valorisation et la communication des travaux de recherche, les différents acteurs utilisent de plus en plus donc Twitter, écrivent des articles dans des blogs et également, en nouveauté, utilisent les réseaux sociaux professionnels scientifiques comme MyScienceWork en fait partie, ou alors un autre acteur, ResearchGate. Et maintenant que les chercheurs peuvent à nouveau utiliser leurs travaux dans les articles et peuvent les diffuser, ça permet de maximiser le nombre de citations, puisque l'objectif d'un chercheur, c'est d'être lu, c'est d'être cité et d'avoir des retours sur ce qu'il a fait. Quand on associe la diffusion par des réseaux sociaux, on multiplie encore le nombre de citations et d'impact. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, il y a vraiment une révolution dans le monde scientifique. Et nous, on s'est spécialisé, MyScienceWork, dans la communication scientifique sur les réseaux sociaux. La science 2.0, c'est vraiment des sujets qui nous passionnent. Bon, la science 2.0, Axel Kahn. Je pense que... Avec les risques que ça comporte, évidemment. Ouais. La science n'a... D'abord, la notion du risque est une notion qui devrait être réappropriée. Oui. Le risque n'est jamais un risque indépendamment de la comparaison avec une autre méthode alternative. Ça, je crois que c'est important. Il y a une confusion absolument considérable. Le principe de précaution, excusez-moi, je dérive un peu, mais c'est intéressant d'en parler. Le principe de précaution est un excellent principe s'il était bien compris et bien appliqué. Le principe de précaution est de comparer les dangers potentiels, autant qu'on peut les juger, soit de l'inaction contre l'action, soit de deux actions possibles. Ça n'est jamais d'évaluer une action isolément, parce que évidemment, jamais on ne peut rien faire. Et évidemment, quand vous le concevez comme cela, le principe de précaution n'est jamais un principe d'inaction. Car très souvent, il est beaucoup plus précautionneux d'agir que de ne pas agir. Je suis tout à fait d'accord, là. Il est complètement... Moi aussi. Ah ben ça y est, moi aussi. C'est le consensus. On arrive au consensus. Je suis en train de noter tellement je trouve cette idée formidable. C'est la fin de l'émission. Alors, quelques questions en vrac, parce que voilà, notamment Axel Kahn, avant notamment le forum de France Culture à la Sorbonne, Agnès Benassi-Carré me disait hors micro, il aurait fallu parler aussi de la fuite des cerveaux. Bon, est-ce que c'est une réalité? Parce que là, on a une discussion passionnante sur la question et les rapports science, démocratie, économie. Ouais. Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité parce que, pour la raison qui a été dite, c'est que pour un scientifique, surtout pour un scientifique industriel naturellement, mais même un scientifique purement académique, il ne s'engage pas prioritairement pour avoir une très belle carrière d'un point de vue financier. Ils s'engagent car ils sont persuadés de leur génie, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire des découvertes absolument formidables et ils vont toujours privilégier les écosystèmes, les endroits, les conditions dans lesquelles ils pourront le mieux valoriser leur génie. Et si ça n'est pas en France, eh bien pour les meilleurs d'entre eux, ils n'hésiteront jamais à aller ailleurs. C'est la raison d'être de l'engagement d'un scientifique. Donc la fuite des cerveaux est une réalité. Moi, quand j'étais le président de l'université et le directeur de l'Institut Cochin, je dirais qu'au moins un tiers des plus brillants des doctorants que j'avais passaient plusieurs années, disons plus de 5 à 10 ans, pas simplement le postdoc comme on dit, à l'étranger. Et une dernière question aussi, c'est un mot, alors qu'il faudrait peut-être encore 3 ou 4 émissions, quand on évoque notamment la recherche, on évoque aussi Sauvons la recherche, ce collectif de scientifiques qui réfléchit pour savoir comment en plus continuer de convaincre le politique de la financer un peu plus abondamment. Mais Isabelle Sanders, elle, posait la question un peu autrement, elle dit Sauvons la recherche, oui,
Mais de quoi? Alors, on l'a dit en réalité, sauvons la recherche. Même si on n'est plus totalement certain que la science suffise à construire le bonheur, si déjà elle permet d'atteindre une meilleure vérité, ça vaut le coup. Et les Français sont absolument convaincus qu'aucun pays ne pourra bâtir son avenir, figurer dans le concert des nations, s'il n'est pas capable de participer à cette recherche-là. Sauvons la recherche, sauvons la capacité de contribuer à l'éclairage de l'avenir et donc à la détermination des voies qu'il faut emprunter. Merci.